Dans la première séquence vidéo, nous avons relaté les débuts de l'établissement Cheptytsky, sur les rives du lac Castagny en Abitibi, à partir des années 1925. Finalement, 66 familles ukrainiennes ont fini par s'établir en ce lieu. Nous avons évoqué les témoignages d'Anthony Corello et de Marcel Lessig. Maintenant, nous allons écouter Philippe Andrushishkin, qui nous a laissé des notes datées de 1975. Malheureusement, nous n'avons de lui aucune photo qui nous permette de l'identifier. Pendant son témoignage, nous survolerons les environs du lac Castagny, ce qui nous montrera par la même occasion à quel point cette contrée ne ressemble aucunement aux riches terres agricoles et céréalières que les Ukrainiens avaient connues en leur pays d'origine. Écoutons-le. Je suis né en 1896 et je suis allé à l'école de 1903 à 1907. En 1905, j'ai été emmené chez mon voisin, Yakiv Kozak, qui n'avait pas d'enfant. Mes parents n'avaient pas beaucoup de terre. Mon grand-père avait une belle maison, un grand jardin et plusieurs terrains. Après bien de la misère et des mésaventures, à l'âge de 31 ans, j'ai finalement décidé d'aller au Canada. En 1927, j'ai pris le vaisseau de ligne Cunard à destination du Canada. Le 20 mars, j'ai débarqué à Halifax. Quelques jours plus tard, j'arrivai à Montréal en train. J'ai vécu ensuite de divers travaux et de petits emplois. Mais j'étais seul et je me sentais isolé. J'ai pensé à faire venir une femme d'Ukraine. Cependant, il aurait été difficile de la faire venir à Montréal, parce que tous ceux qui venaient au Canada devaient travailler pendant 1 an dans une ferme ou dans les bois. J'en ai parlé plusieurs fois à mon beau-frère Vassil, mais il m'a dit que lui aussi il voulait se marier. J'ai rencontré le père Jean Josaphat, qui s'occupait des immigrants ukrainiens. Il m'a dit que tout pourrait s'arranger si je l'accompagnais en Abitibi. Il m'a dit qu'il voulait y créer une colonie ukrainienne. Le 9 mars 1928, je pris le train et nous avons fait le long trajet de Montréal à Barrault, en Abitibi. Le 10 mars, Vassil, le père Jean Josaphat et moi, nous arrivons à la gare de Barrault. Ensuite, nous avons marché 29 kilomètres. Nous avons passé la nuit chez une amie canadienne-française. Le matin suivant, j'ai franchi les 8 kilomètres restants jusqu'à Cheptytsky. Là, j'ai rencontré les premiers pionniers ukrainiens, Matvey et Justina Boszczewski, et leur fils Vassil, qui vivaient dans une cabane en rondin. Ils étaient là depuis 2 ans, soutenus par le père Jean Josaphat. J'étais censé préparer du bois pour construire une école et une maison. Le bois avait été coupé et apporté par les Canadiens français. Nous avons commencé la construction de la maison en mai et l'avons terminée en 2 semaines. C'était une structure à 2 étages, comprenant une maison, une église et une salle de lecture. À l'étage, il y avait des dortoirs, et en dessous se trouvaient la cuisine et l'église. En juin 1928, nous avons ouvert l'école, et en juillet, nous avons commencé à construire des maisons pour les habitants. Le père Jean a rédigé ma déclaration sous serment concernant ma fiancée, Natalka Fedeyeva Ostashevska. J'ai promis de l'épouser et j'ai payé son voyage au Canada 160 $. Il fallut tout l'été pour régler l'affaire, et ce ne fut que le 5 novembre 1928 que ma fiancée arriva à Barrault. Nous sommes allés en voiture jusqu'à Lamorandière. Puis nous avons marché 6 kilomètres jusqu'à la première maison que nous avions construite. Le 6 septembre, mon beau-frère Vassil Ostashevski et Ivan Novossad sont arrivés de Montréal, et en novembre est arrivé Nicolas Siri. Il y avait donc du monde pour construire les maisons. En 1928,
nous avons obtenu officiellement un bureau de poste, nommé Szeptycki. Mokry transportait le courrier sur un trajet de 11 km, 2 fois par jour. Le couvent avait déjà été construit en bois. À 4 km et demi de la colonie s'étendaient 33 km de route. En été, le trajet pouvait être parcouru en voiture. Les 13 derniers kilomètres restaient encore à construire. Nous avons acheté 3 paires de chevaux, de la nourriture pour eux ainsi qu'un traîneau. En hiver, nous transportions du gravier pour la route. Le gouvernement du Québec nous a payés pour ces travaux. Le père Jean travaillait avec nous. Il dirigeait le travail et était à la tête de notre coopérative. Des immigrants ukrainiens venant d'Europe allaient et venaient. Une cinquantaine de familles sont restées à Szeptycki. En été, nous étions harcelés par les moustiques, et en hiver, nous avions le froid et la neige. Il n'y avait pas de travail en hiver. En 1933, une route fut tracée entre Montréal et Val-d'Or, et certains pionniers y travaillèrent. Puis des mines ont commencé à être ouvertes pour l'or et d'autres minéraux. En 1935, le gouvernement du Québec commença à faire venir des gens de Montréal. Il leur a construit des routes et des maisons. Le père Jean-Josaphat avait projeté d'établir un musée à la colonie. Il avait passé 16 ans à Alyshina en Ukraine et avait rassemblé des icônes provenant de divers monastères. Il les déposa ainsi que des livres en anglais, français et ukrainien dans une bibliothèque qu'il avait aménagée dans le couvent. Le couvent fut repris par la suite par les pères franciscains. Ils habitaient à l'étage supérieur. En dessous se trouvait une chapelle et un bureau de poste. En mai 1946, nous nous sommes réinstallés à Val-d'Or, moi-même, ma femme Natalka, nos fils Mikhailo, Ivan et Nicolas, et notre fille Hania. Nous avons dû déménager pour permettre la scolarité de nos enfants. Ainsi se termine l'histoire de Philippe Androuchyskin. Il décéda à Val-d'Or en 1976 à l'âge de 80 ans. Voici la maison de la famille Soupe. Même si le logis est demeuré modeste, dans les années 30, la communauté atteint une certaine prospérité. Suite à la politique du gouvernement du Québec, visant à peupler la région, de nombreuses familles canadiennes-françaises viennent mettre en valeur les lots de terre qui sont attribués par le gouvernement. La communauté ukrainienne de Szeptycki retrouve l'optimisme, car elle était jusqu'à présent extrêmement isolée. Nous voyons ici Madame Soupe devant son camion. C'était assurément une personne de caractère, au tempérament décidé. Une autre photo montre Monsieur Soupe dans un paysage hivernal, posant fièrement à côté de sa belle voiture, qui serait assurément aujourd'hui un objet de collection. Voici Monsieur Soupe lui-même, un homme élégant, avec sa chaîne de montre et son manteau de bonne coupe. La photo suivante nous montre un triste événement, les funérailles de Madame Soupe. Le cimetière est un lieu de mémoire, où nous retrouvons les noms des principales familles de Szeptycki, ainsi que ceux des familles canadiennes françaises qui vivaient en ce lieu.
Malheureusement, en 1935, ce fut le début de la crise qui dura pendant plusieurs années. Cela mit un terme à toute émigration et priva Cheptytsky de ses pionniers potentiels. La présence ukrainienne laissa progressivement place aux Canadiens français. Le village perdit son nom de Cheptytsky pour devenir Saint-Georges-de-Lac-Castreigné. Plusieurs franciscains se chargèrent de la paroisse de cette petite communauté canadienne-française. Nous voyons ici un franciscain sur le pas de la porte de l'école. Les franciscains construisirent l'église en pierre ainsi que le presbytère, que l'on voit à l'arrière-plan de la photo. Mais là aussi, cela n'a pas duré, car il y avait trop peu de monde. Aujourd'hui, rien ne subsiste de ces bâtiments. Nous trouvons le souvenir de cet effacement progressif en le cimetière Saint-Alphonse de Castagnier, où furent inhumés 12 défunts, dont seulement 3 adultes, ce qui donne une idée de la mortalité infantile de l'époque. L'état de la croix de ce cimetière montre que la mémoire de ces défunts s'est, elle aussi, progressivement évanouie. Le village de Cheptytsky est un chapitre de l'histoire qui s'éloigne dans le temps. Les fermes sur le site, conquises sur la nature grâce à tant d'efforts, sont maintenant redevenues des friches. Le bâtiment du couvent a brûlé depuis longtemps. Tout ce qui reste sur les rives du lac Castagnier est un petit cimetière, avec quelques pierres portant des noms ukrainiens. Mais si les traces du projet du père Jean Josaphat s'estompent, il ne faut pas oublier son histoire, car elle incarne tant d'espoir, tant de sueur et de labeur, et tant de déception.